Bonsoir Robert Branche. Bonsoir. Alors, Robert Branche, vous êtes tout jeune, vous êtes né en 1955. C'est la fin du train des baby-boomers, bien sûr. Vous êtes polytechnicien, mais vous n'avez pas l'air trop schizophrène, donc c'est rassurant. Vous avez fait les ponts et chaussées. Vous êtes fait la main dans la fonction publique. Là aussi, on revient à la question du territoire, puisque vous êtes penché sur la petite et les moyennes industrielles, sur l'aménagement du territoire, l'action régionale de façon générale. Et alors, vous avez été commissaire à l'industrialisation de Haute et Basse Normandie. Autrement dit, vous avez assisté à des enterrements ? Non, oui. Enfin, j'ai connu la folie du système centralisé. C'est-à-dire que je sortais à peine d'école, de Polytechnique, l'école des ponts, et après 2 ans à la délégation de la petite et moyenne industrie, je me suis retrouvé en charge de grands dossiers de politique industrielle. Et dans cette folie de l'État centralisé, on m'avait confié les clés. Donc, je dirais que aujourd'hui, j'ai connu de l'intérieur jeune ce système et je m'en suis écarté. Oui. Et ce que vous avez compris tout de suite, c'est que soit vous n'aviez pas les moyens des objectifs, soit les objectifs étaient irréalistes. Non, je pense que c'était plus intuitif. Parce qu'en fait, quand on est à l'intérieur du système, on ne rend pas compte de la folie du système. Donc je pense que c'est plus par réflexe de survie que je m'en suis écarté. Parce qu'en fait, j'étais dans un système un peu fou où effectivement, j'avais peu de temps pour réfléchir. Quelle était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Alors la goutte d'eau, elle est précise. Donc j'étais à l'époque à la Datar et j'étais devenu un peu le gourou industrie du système. Et un jour est arrivé sur mon bureau Vous étiez un Montebourg malgré vous. Oui, si on veut, une demande de subvention, et l'histoire est authentique, pour l'achat d'une machine-outil à l'IUT de Longwy. Oui. Alors, est-ce que si j'allais passer... Alors, Longwy, c'est pas tout à fait la Haute et la Basse Normandie. Non, mais c'était avant que je sois en Normandie, où j'étais chargé de mission à la Datar, m'occupant à l'échelon national. Ouais, de politique industrielle sur tout sur tout l'arc nord-est. Donc, si j'allais passer 1 mois ou 2 mois à Longwy, probablement que j'étais capable de savoir s'il fallait oui ou non... De discerner s'il fallait oui ou non s'équiper. Aider ce mais j'avais 5 minutes pour ce dossier, et plutôt 3, dans un bureau face à la Tour Eiffel. Et surtout, c'était pas du Monopoly. C'est-à-dire que si je disais oui, ils avaient vraiment leur subvention. Si je disais non, comme après, mon papier allait sur le bureau de Bernard Attali, frère jumeau de Jacques Attali, donc circuit direct pour le président de la République, et on est en 82-83, voilà, donc au fait de la puissance de François Mitterrand. Sous le régime de Pierre Mauroy et de François Mitterrand. Donc, c'était pas pour rien. C'est-à-dire que mon oui était un vrai oui. Et alors, comment vous avez tranché ce débat cornélien ? Je suis parti. Un peu lâche. Vous avez pris votre chapeau et votre canne ? Non, mais et qui a décidé à votre place ? Non, mais j'ai ce jour-là pris une décision. Mais je me suis rendu compte de l'absurdité du système, puisqu'on était en train de me confier la totalité des volets industrie de tous les plans région, contrat, État-région, de toute la France. Alors, qui sont les dingues ? Ceux qui, comme vous, prennent leur chapeau et leur canne, ou ceux qui restent ? Je pense que c'est ceux qui ne veulent pas changer le système. Je pense qu'il est temps de se rendre compte que ce système est fou. On vit depuis 4 siècles de centralisation, dont j'étais simplement un des produits du système, et qui se reproduit au quotidien. Donc les fous, c'est ceux qui veulent voter pour ceux qui sont encore dans le système et le reproduire. Ceux qui sont censés, c'est ceux qui ont envie de le changer. Et de comprendre qu'il faut qu'on redonne, comme Nicolas vient de parler, le pouvoir au territoire, à l'endroit où se passe le réel. Parce que qui est capable de savoir s'il faut acheter ou non une machine-outil de Longwy ? C'est les gens de Longwy. C'est pas la personne qui est dans un bureau somptueux de 30 mètres carrés face à la Tour Eiffel, avenue Charles Floquet. Alors après votre séjour dans la fonction publique, donc la haute fonction publique, bien sûr, vous avez été vous dégriser chez L'Oréal. Je suis allé vendre des shampoings dans les supermarchés. Ça nettoie la tête. Et là, vous avez rencontré des femmes qui se shampouinaient ? Des utilisatrices ? Il y a très peu de femmes qui se shampouinent dans les supermarchés, je vous signale. Non, mais bon, qui sont acheteuses. Oui, acheteuses. Oui, et puis il y a aussi des détaillants et des professionnels qui s'appellent des coiffeurs. Je vais vous redonner une autre anecdote qui montre l'atterrissage. Donc j'étais arrivé chez L'Oréal depuis 1 mois. Et on m'a dit, vous avez rendez-vous avec tel représentant à tel endroit. Et j'ai dit, où est la voiture qui m'emmène ? Et on m'a dit, cher ami, vous allez y aller par vos propres moyens. Ah oui, vous étiez encore un petit marquis de la fonction publique. Mais ça faisait 3 ans. Ça faisait 3 ans que j'avais des voitures avec chauffeur et qu'on me déplaçait. Donc ça dégrise. Et quand, quelques heures plus tard, je me suis trouvé dans des supermarchés où on cherchait, les patrons de supermarchés, à juste titre, cherchaient à récupérer dans le coffre de ma voiture ce qu'il y avait comme produit gratuit, j'ai découvert ce que c'était que la France réelle. Voilà. Oui. Ça nettoie la tête. Voilà, donc alors, cellule de dégrisement, si j'ose dire, L'Oréal, et puis ensuite, vous passez assez vite au consulting, et là, vous êtes en solo ou vous êtes toujours au travail Non, j'ai rejoint un grand cabinet, j'ai rejoint à l'époque Bossard Consulting. Vous avez une âme de franc-tireur, quand même, Robert Branche. Oui, mais je pense que pour réussir... Vous fâchez très vite. Non. Pour réussir dans le conseil, il faut quelque part être un franc-tireur. Oui. Mais j'étais dans des grandes équipes. Je suis devenu assez vite partenaire de Bossard Consultant, et donc j'ai accompagné, puis après dans un grand cabinet américain qui est Mercer. Donc
j'ai accompagné pendant 30 ans les transformations des plus grandes entreprises. Et donc c'est là, j'ai appris ce que c'est que le travail d'équipe. Parce que même si on est peu nombreux, on travaille avec ses clients. Alors ensuite, le militantisme, on pourrait dire, la vie publique, ça vous tentait déjà? Parce que si j'ai bien compris, vous avez donc rejoint le mouvement Les Citoyens, c'était il y a 1 an, juste, qu'avait lancé Alexandre Jardin. Qu'est-ce qui vous a décidé si je puis dire, à avancer sous ces couleurs, vous le consultant Moi, je me suis écarté de la fonction publique au départ, pas par dégoût de la chose publique, mais par conscience que je n'y connaissais rien. Donc 30 ans après, en ayant accompagné des transformations de très grands groupes, ayant en plus produit quelques livres sur le management et l'incertitude, j'ai eu la sensation d'avoir des choses à dire, au moins de savoir pourquoi je les disais. Et qu'il était temps que j'aille peut-être rendre à ce pays ce qu'il m'avait apporté. Et donc je me suis d'abord investi dans un mouvement qui s'appelait Nous Citoyens. Quelle est la différence d'ailleurs entre Nous Citoyens et Les Citoyens? On s'y perd un peu. On s'y perd. Je pense qu'il y a deux différences importantes. Il y a une première différence, c'est que les citoyens, ça repose vraiment sur une approche qui part des territoires et de tous les citoyens et qui est incarnée par quelqu'un qui a agi concrètement sur le terrain. Est-ce que là, il y a un coefficient gauche, un coefficient droite, un marqueur, comme on dit? Non, on a un propos assez simple. On n'est ni à droite ni à gauche, on est en face avec les citoyens. Voilà, veut dire en face de ceux en face des politiques. En face des politiques qui agissent, qui achètent les machines-outils pour Longwy, mais qui ne connaissent rien. Et qui restent dans cette folie. À Longwy. Exactement, qui restent dans cette folie centralisée. Parce que vous prenez de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, et je ne suis pas en train de dire que l'un égale l'autre, et en passant par tous les intermédiaires, Emmanuel Macron compris, ils sont tous dans cette folie centralisatrice. Donc là, vous me parlez de la société civile, si j'ai bien compris. Je vais l'indiquer dès maintenant et je le rappellerai en fin d'émission. Donc le site du mouvement, donc c'est www.lescitoyens au pluriel tout attaché. Ajoutez surtout le 1 ou non, le 1.fr. Voilà, revenir à l'initiative donc de Nicolas Chaban, une initiative commune, parce que moi ce qui m'a frappé, c'est que dans l'historique de la création, de la commercialisation et la distribution du lait du consommateur, ça se présente très concrètement et très visuellement une brique, donc fond bleu, le texte, les mentions sont en blanc. Ce qu'on lit immédiatement, c'est ce lait en énorme. Ensuite, on voit juste prix en énorme. Et entre les deux, ce lait rémunère au juste prix son producteur. Voilà. Et figure évidemment le logo de la campagne que vous avez lancée ou de la gamme que vous avez lancée, Nicolas Chaban. C'est qui le patron, avec un point d'interrogation et un point d'exclamation. À la radio, on est obligé de décrire, vous en doutez bien. Et le sous-titre, c'est « La marque du consommateur, bon et responsable ». Ce qui est formidable, encore une fois, Nicolas Chaban, dans cette initiative, c'est que je me suis rendu compte que, d'après les articles ou les reportages auxquels a donné lieu, encore une fois, le lancement de cette brique du lait du consommateur, parfois on dit c'est Nicolas Chaban qui est à l'origine, etc. Et puis, quand on consulte votre site, non, vous rétablissez les choses. Vous êtes une des chevilles ouvrières, encore une fois, de cette entreprise, mais semble-t-il, le point de départ, c'est bien un certain Martial Darbon, producteur de lait en Bresse-Val-de-Saône. C'est bien ça? Absolument, c'est à la fois Martial Darbon... dont vous aviez jamais entendu parler il y a encore 1 an. Tout à fait. Ils étaient à Mâcon. Ils vendaient 21 centimes le litre de lait. C'est-à-dire... Ils le vendaient à une coopérative. Ouais, italienne, c'était absolument dramatique. Ils étaient en train d'arrêter. En même temps, des consommateurs... en plein mois d'août, se disent, mais bon sang de bois, combien il manque à un producteur sur 1 litre de lait pour qu'il vive de son métier? Cette question toute simple. De la marge, finalement. Voilà. Ça s'appelle la marge. Oui, en fait, c'est combien... Pour être au point mort, disons. Pour arriver à vivre de son métier. Parce que les producteurs de lait aujourd'hui en France, c'est une réalité qui n'est pas caricaturale. Ils se lèvent bien souvent le matin pour aller perdre de l'argent. Il y a une projection, et j'en ai fait connaissance à l'occasion d'une émission justement sur ce qui nous attendait dans 5 ans ou dans 10 ans, selon laquelle 10 000 exploitations donc, de producteurs de lait pourraient fermer dans le cours de l'année 2017. Ça vous paraît plausible? Absolument. 10 000. C'est dramatique. Vous avez tous les 2 jours, et un chiffre encore plus terrible, c'est un suicide tous les 2 jours d'un agriculteur en France. Ou une tentative de suicide. Non, c'est un véritable... voilà. Oui. Donc peu importe, on ne va pas faire cette comptabilité, mais en revanche, c'est dramatique, on le sait tous. Donc, mais quand on met en perspective cette situation absolument incroyable, absurde, avec 8 centimes
par litre pour que une profession sorte d'une situation et à la fois imméritée et tout à fait injuste, on se rend compte... Pour sortir de la pente de la faillite. Voilà, nous consommateurs, on a dit, nous consommateurs, je dis bien, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas l'initiative d'un seul homme, ou même de Martial ou des producteurs, on s'est dit on fait une brique. Comment se fait-il, nous, consommateurs, alors qu'on est conscient qu'aujourd'hui, 8 centimes par litre, c'est 4 euros par an. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas mettre ces quelques centimes dans une brique de lait? On a voulu rendre au moins possible la chose. On ne savait pas si ça allait fonctionner. Ouais. 50 producteurs. Dans 3 mois, ils s'arrêtent. Ils sont en faillite. Ils vont voir 8 magasins, dont un Carrefour. Un directeur est sensible, il n'a pas le moyen d'agir. Humainement, il se dit, c'est pas possible. Si je ne fais pas quelque chose, j'aurai beaucoup moins de vaches en sortant de chez moi, autour de chez moi, et ce sera bien moins joli si c'était la seule raison. Il fait remonter au plan national. Il y a quelqu'un de très humain, Marc Delage. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde seulement dramatique. Merci Marc Delage. Il y a des choses positives qui se passent chez Carrefour. Cet homme, lorsqu'on a réussi cette opération, il avait les yeux qui traduisaient un vrai plaisir à avoir fait tout ça. Donc, à la fois, on est dans un monde qui bouge. Il y a une raison de croire qu'on peut faire des choses bien. Et voilà un fil rouge. Moi, je tenais à acclamer cette bonne nouvelle, Nicolas Chavannes. Il faut expliquer comment les bonnes choses et les solutions émergent. Il y a de l'humain, du bon sens, des valeurs simples partagées par un groupe de gens qui, en 2 mois, trouvent une solution. On revient un peu sur la chronologie. Vous parlez de août. C'est août 2015 ou août 2016 ? Vous êtes merveilleux, août 2016. Même nous, quand on a raconté à vos confrères journalistes qu'en août, un questionnaire arrive sur Internet et que le 13 août et que le 17 octobre, cette brique de lait d'une toute petite structure, on n'est rien, est en rayon avec des valeurs, de l'équité et une solution collective, le monde d'aujourd'hui le permet. C'est inouï. Et parmi 5600 points de vente, vous pouvez confirmer ? Pareil, grande surprise, 1200 points de vente au toute échelle, départ, puis 5200 magasins, avec une volonté de l'enseigne d'aller vraiment au bout de l'histoire, Carrefour, en disant on y va, on va au bout. Alors, est-ce qu'avec 50 producteurs, on peut alimenter 5600 points de vente ? Absolument. Vous avez 50 exploitations, 80 familles. Ça représente 20 millions de litres de lait. On est quand même aussi dans des mondes un peu en surproduction. Mais pour vous faire une photographie simple, 4 euros par an, c'est ce que ça nous coûte à nous, consommateurs. Donc on ne va pas vous accuser de faire un chantage, de chercher à faire de l'argent, si je puis dire, à l'appui d'un chantage auprès des consommateurs, genre tendez la main, la mendicité, pas du tout. Non. Là, c'est simplement l'occasion de rétablir, on peut dire, la vérité du prix, purement et simplement. C'est-à-dire que dans les linéaires, que ce soit dans un hyper monstrueux ou dans une supérette, j'ai le choix entre acheter mon lait au prix, disons, du marché. Il y a aussi d'ailleurs, la grande distribution les a introduits, il y a la gamme évidemment des premiers prix. Alors ça, on est, si je puis dire, dans la gamme du premium, d'une certaine façon, non ? C'est pas la Rolex du lait. Vous avez dit la bonne chose, on est au vrai prix du lait. C'est-à-dire que pour qu'un lait... Encore une fois, c'est pas uniquement de la charité. C'est le même prix partout. C'est un prix unique partout. C'est un prix unique. Combien ? 0,99 centimes. Bon, 0,99. Ça veut dire que on n'est pas dans un lait qui... Je ne demande pas la monnaie. Voilà. Keep the change. On est d'accord. Mais je vais vous préciser ça. On n'est pas dans un lait qui est uniquement une notion de charité vers le producteur, parce qu'en échange, moi, consommateur, j'accède à un lait... des informations. Voilà. J'accède à un lait dont je sais tout. J'ai choisi moi-même que le lait soit fait par des petites exploitations, des vaches qui voient 3 à 6 mois le pâturage, du fourrage local. 3 mois minimum. 3 mois minimum, garanti sans OGM. Donc on voit comment les réseaux sociaux, il faut en parler, ce nouveau monde avec ces interconnexions tellement rapides et finalement très astucieuses, permettent à des gens de se parler, de reprendre du pouvoir. On le voit aussi avec l'exemple des citoyens. Et finalement, c'est notre monde qui est en train, en étant un peu bouleversé, de nous offrir des nouvelles solutions. Il faut tendre la main et saisir. Robert Branche, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? Moi, je pense que c'est exemplaire pour à multiples raisons, mais surtout sur 2 points. Premier point, ça montre que les solutions existent et qu'il faut sortir. Pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut sortir de la folie centralisée ? C'est que cette folie centralisée ne connaît pas les solutions parce qu'elles existent localement. Non, mais surtout parce que quand au pic, on peut dire, de la crise qui a frappé les producteurs de lait, évidemment,
tout le monde se tourne vers l'État, Ouais. et tout ce que l'État peut proposer, c'est un pansement, si je puis Ouais. dire. Et C'est un moratoire sur, Ouais. évidemment, comment dire, l'endettement, etc. Donc, nous, ce qu'on est convaincus, c'est qu'il faut changer de paradigme, changer de mode de fonctionnement du système central. C'est d'avoir un système central, au lieu qu'il ponde des règlements, des solutions, qu'il aille repérer des idées qui naissent localement et qui les soutiennent. Le premier rôle du ministère de l'Agriculture... Pour ça supposerait qu'il ait des yeux et des oreilles. Oui, mais le premier rôle du ministère de l'Agriculture devrait être d'aller repérer et aider quelqu'un comme Nicolas Chaban ou d'aider d'autres solutions du même type. Le deuxième point exemplaire, ce que je voulais dire, c'est qu'on parle toujours de démocratie citoyenne. La démocratie citoyenne, elle a deux jambes. Elle a une jambe politique, elle a une jambe économique. La force de cette brique de lait, c'est que je sais ce que j'achète. On s'est posé la question à la suite des récentes crises donc, qui ont secoué le monde agricole et le monde des producteurs et des éleveurs, de quelle façon les soutenir. Il nous semble que l'initiative donc, qui a réuni autour de Nicolas Chaban les 50 producteurs que vous mentionnez, et puis encore une fois, on peut dire la réceptivité que vous avez rencontrée auprès de Carrefour. Est-ce que depuis que vous avez lancé donc depuis octobre dernier, la brique de lait, le lait du consommateur, d'autres marques de grande distribution ont décroché leur téléphone ou envoyé un SMS, un mail et vous demandent de poursuivre, autrement dit, quel va être le prochain produit après le lait que vous comptez mettre sur orbite, Nicolas Chaban. Alors, on a eu la bonne surprise déjà de voir effectivement Carrefour avancer vite, mais toutes les autres enseignes majeures nous ont d'ores et déjà appelés en disant, évidemment, un produit créé par les consommateurs, il ne faut pas l'oublier. Alors, il faut revenir un peu sur cette... Parce que là, la valeur ajoutée, elle est là. C'est que vraiment, vous avez mis autour de la table, d'une part, évidemment, les producteurs, à qui vous avez dit, on va vous tirer de l'ornière. Et pour ça, on a une formule. La formule, c'est d'informer le consommateur, de le consulter, car jamais personne, dans les plans de marketing ou dans le pricing, on ne s'intéresse qu'au prix de la concurrence, essentiellement, et éventuellement au coût au revient. Mais effectivement, jamais on a l'idée de demander au consommateur si on sait qu'il y a des seuils psychologiques. C'est pour ça qu'il vaut mieux 0,99 que 1,01 €, n'est-ce pas, c'est un total hasard, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux vous dire, oui, vraiment, 0,99. Parce qu'on pourrait se dire, ça c'est du pricing, 0,99. Vous l'avez en ligne, on va rappeler rapidement, il faut dire un mot sur la mobilisation des consommateurs. Sans lui, donc vous avez voulu dresser un cahier des charges. On a dit, plutôt que de voir deux laits en rayon, un à 0,69, celui-là tue le petit producteur, un à 0,99, pourquoi j'achèterais le plus cher? Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. On a mis les gens dans les coulisses de la fabrication en disant choisissez. La différence doit avoir une valeur. Voilà. Je choisis du non-OGM, je vois 5 centimes se rajouter, je les valide. C'est mon choix. Donc je construis mon prix. Une fois qu'on a fait tout ça, Martial Darbon, les producteurs, Carrefour... Par exemple, la question des fourrages. Des fourrages qui doivent être livrés dans un rayon inférieur à 100 km. Ça, c'est un vœu explicite des internautes ou c'est vous qui aviez, si je puis dire, gradué toutes les conditions, de la même façon que la mention de l'oméga 3, par exemple? Tout a été choisi, vous pouvez encore le faire en ligne aujourd'hui. Vous voyez, à chaque fois que vous faites un choix, les centimes qui se rajoutent. D'accord. Ah oui, donc on a un devis, si je puis dire. C'est immédiat. Une vraie simulation. C'est une vraie simulation, mais c'est le prix réel que vous décidez de donner à un produit avec des critères qualitatifs supplémentaires, dont la bonne rémunération au producteur. Tout ça n'aurait pas fonctionné, on ne serait pas aujourd'hui en train d'en parler, si les consommateurs n'avaient pas acheté derrière. C'est beau de faire peut-être un projet sur le papier. Aujourd'hui, c'est tout nouveau, à hier, il manque quelques litres de lait pour arriver à 4 millions de litres de lait en 3 mois. Ça veut dire que c'est conforme à vos prévisions ou c'est au-delà? C'est 3 fois, 5 fois au-delà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé à 51 familles d'exploitation. Non, mais surtout, parlons des consommateurs. On n'a pas, nous, fait de campagne de pub. Il y a eu à un moment donné des consommateurs qui ont validé un produit et qui ont dit « Ok, je vais aller l'acheter ». Ils ont pris leur véhicule, ils sont allés dans les magasins. Ils ont validé l'histoire. À Méribel. Absolument, ouais, non, mais on a beaucoup de témoignages. Donc c'est bien parce que les consommateurs ont décidé que cette brique de lait équitable devait exister, qu'elle existe et qu'elle est un succès. Cette petite phrase simple, c'est une équation pour bien d'autres choses. Les 5600 points de vente, c'est uniquement dans le Midi de la France ou c'est national? Non, c'est national. C'est l'ensemble des magasins Carrefour aujourd'hui et très vite. Alors écoutez-nous bien, auditeurs de Metz, de Nantes, de Toulouse, de Lourdes, de Bastia.
vous pouvez trouver ce lait rémunère au juste prix son producteur. C'est la fameuse brique bleue. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. La non petite brique bleue, et vous avez toutes les infos. Vous allez voir, Martial, vous témoigner de ce que ça leur a apporté. C'est-à-dire qu'ils passent d'une vie absolument en impasse à je me lève le matin et je fais mon métier en étant rémunéré. Ce lait rémunère au juste prix son producteur, donc 0,99 €. Et puis effectivement, l'information, ce produit a été créé par nous, les consommateurs. C'est qui le patron? Eh bien, c'est le consommateur. Mais ça, vous savez que dans la culture française, c'est très mal vu. Parce que notre principal ennemi, c'est le client, comme vous savez. Je ne partage pas ce point de vue. Moi, je suis persuadé. Souvenez-vous de ce que nous a appris Philippe Diriban, le code de l'honneur, etc. Un client comme ça, je devrais me plier à la loi du client. Mais c'est que j'ai raté ce cours magistral. Un homme d'honneur, oui. Oui. Mais ça change. La preuve, c'est que sinon, vous n'auriez pas rencontré le succès qu'on évoque. Mais justement, c'est un succès qui n'est pas un succès de marketing traditionnel, puisque précisément, vous démontrez que le consommateur, il ne juge pas que d'après la comparaison des prix, et donc il ne cherche pas forcément le minimum, mais il cherche aussi à ce que son achat ait du sens. On avait juste oublié qu'il ait une valeur. Voilà, on avait juste oublié de l'interroger. On avait pensé qu'il voulait juste le moins cher pour le moins cher. Oui. Il a donné des signaux, le bio, il est prêt à acheter des choses différentes. Là, on lui donne la main, il répond au questionnaire, il rajoute les centimes nécessaires au producteur et c'est un succès. Vous voyez, les choses changent. Et il fait entrer la famille du producteur dans sa propre famille, d'une certaine façon. Absolument. Robert Branche, vous dites trop de pouvoir au territoire. Est-ce qu'on peut aller au-delà de cet exemple? Là, on traite évidemment de la question de l'alimentation. Alors, c'est fondamental, évidemment, dans un pays comme la France. Est-ce qu'on peut l'étendre à d'autres secteurs? Mais tout à fait. Prenez ce que vous voulez. Vous allez dans un magasin où vous allez acheter une voiture. Vous n'avez aucune capacité de savoir l'impact que vous avez en choisissant un produit A plutôt qu'un produit B. Vous ne savez pas quel est l'impact en termes d'environnement, vous ne savez pas quel est l'impact en termes d'emploi. Ça n'est pas marqué parce que c'est marqué in France. Et les notices sont totalement illisibles. Or, le premier acte citoyen, je vais peut-être choquer les gens, ce n'est pas le bulletin de vote. C'est à quel endroit je mets mon billet de 10 €. Est-ce que je le mets sur ce produit ou sur celui-là? Et quand on regarde le nombre de Français, il y a au moins la moitié des Français qui sont en situation de choix. Il y a effectivement des gens qui sont dans une extrême pauvreté, qui ne peuvent pas acheter. Mais il y en a beaucoup qui sont prêts, comme l'a montré Nicolas, cette brique de lait, à aller dépenser les quelques centimes de plus. Donc on voit bien là quelle est la responsabilité de l'État. Au lieu d'avoir un État qui donne des leçons, qu'est-ce que c'est que cet État qui laisse des producteurs nous laisser aveugles? Parce qu'aujourd'hui, qui sait qu'il vaut mieux acheter une Yaris qu'une Clio? Je veux dire, avec une Yaris, je défends l'emploi en France. Avec une Clio, je ne le défends pas. Yaris, elle est construite à Valenciennes et la Clio, elle est une plateforme au Royaume-Uni, si je me trompe. Au Maroc. Mais je n'accuse pas la stratégie de Renault. Ce que j'accuse, c'est l'État qui, précisément dans son approche hors sol, ne fait plus son métier. L'État doit rendre les citoyens responsables. Robert Branche, revenons sur la question de la crise, effectivement, qui a jeté dans la rue les producteurs et qui a jeté à la ruine parfois les producteurs de lait. Nous avons reçu ici un éminent membre de l'Académie d'agriculture à Paris. Et quand je posais la question, mais enfin, il y a quand même des milliers de fonctionnaires qui travaillent dans cette administration, alors que la population agricole qui est effectivement au travail a diminué de façon drastique. Eux, ils n'ont pas trop diminué. Qu'ont-ils fait? Et là, il m'a assuré, je crois sur parole jusqu'à aujourd'hui, que des experts au ministère de l'Agriculture ont attiré l'attention et tiré même la sonnette d'alarme en leur disant « Attention, la signature, l'accord sur la fin des quotas laitiers, ça va vraiment entrer en vigueur dans 2 ans, dans 18 mois, dans 1 an, dans 6 mois. » Mais que les dirigeants, les politiques qui étaient à ce moment-là aux commandes n'ont pas bougé. C'est-à-dire qu'ils ont attendu effectivement que l'abcès crève. Je pense ça vous paraît plausible ou pas? Oui, mais je ne prends pas le sujet de la même façon. Moi, je pense que la seule chose qui compte, c'est la vie des gens dans les territoires et au réel. Prenez au hasard n'importe quelle profession. Quel est le professionnel, que ce soit un agriculteur, un juge, un artisan, un boulanger, un industriel, qui a l'impression qu'il est compris et qu'il est aidé et qu'il est encouragé? Quel est celui qui a l'impression que l'État est là pour l'aider? S'il y en a un, surtout qui vous appelle, je ne sais pas quel est le numéro de téléphone de la radio, mais j'aimerais le rencontrer. Nous qui sommes constamment sur le terrain, nous ne voyons que des citoyens et des élus locaux. Vous avez évoqué qu'on est la société civile. Non, on est le parti des territoires. Et dans les territoires, des élus locaux, on a beaucoup de respect pour les maires, les gens qui agissent sur le terrain. Tous ces acteurs du terrain, au lieu d'être aidés, soutenus, ils sont freinés. Ces fonctionnaires que vous évoquez du ministère de l'Agriculture, de toute bonne foi, ils pensent qu'ils font leur métier.
Oui, c'est pas les personnes qui sont. Mais leur en cause. métier, ce sera aussi C'est de le réussir à système. se faire entendre Mais- des non, politiques. Mais au aussi. lieu, non, c'est de changer de métier. C'est Oui. de changer de métier. C'est de devenir des directions marketing. Mm. C'est-à-dire que dans la conception qu'on a du rôle de l'État, dans le mouvement Les Vous Citoyens... avez raison, parce qu'on a évoqué la filière de la Oui. viande, par exemple. C'est On la a même cité chose. l'exemple des Espagnols, etc., qui eux savent faire, Voilà. et ça se manifeste dans les salons, notamment, alors que nous, on ne sait toujours pas faire, parce qu'on est resté sur le modèle industriel. Si vous voulez, l'approche que l'on propose dans le mouvement Les Citoyens et qui est donc incarnée et portée, mais je dirais Alexandre Jardin étant l'avocat des Il faut citoyens. bien son nom hein, quand on parle Oui, d'action Alexandre agricole. Jardin, oui. Et dire, vous savez pourquoi je travaille sur le problème avec lui? C'est parce que je m'appelle Branche. C'est normal. Une Vous l'avez branche- déjà faite, mais je n'aurais Mais pas osé. voilà, une branche et un jardin, on ouais. était fait pour se rencontrer. Mais c'est que au lieu d'avoir des états-majors qui disent aux gens ce qu'ils doivent faire, nous, ce que l'on imagine, et quand on imagine, c'est ce que l'on fera demain, si effectivement nous sommes élus et nous arrivons au pouvoir, c'est d'avoir des gens qui sillonnent la France et l'étranger pour chercher des solutions qui marchent. Quand je parle de l'étranger, par exemple, il se trouve qu'à titre personnel, j'ai beaucoup voyagé depuis 10 ans, 15 ans. Et je suis notamment allé Dans des passer... Yaris ou dans des Clio? Je suis allé beaucoup passer à pied sur des vélos et dans des trains indiens notamment. J'allais parler de l'Inde où j'ai passé beaucoup de temps. Pourquoi il faut aller en Inde? Pas pour donner des leçons, mais pour repérer les solutions qui naissent en Inde. Renault a l'intelligence d'avoir inventé sa nouvelle voiture en Inde. Dans l'éducation, quand on parle de problème de l'éducation, où est-ce qu'est en train d'être inventé l'éducation numérique de demain? C'est en Inde. J'aimerais savoir combien il y a de personnel de l'éducation nationale qui sont en train de passer du temps en Inde pour aller repérer les bonnes idées. Je veux dire, on a les moyens quand même de payer 50 personnes pour dire, écoutez, voilà, vous partez 1 an et vous revenez chacun avec 3 idées. Voilà, pendant 1 an, je ne veux pas vous voir. Vous revenez. Et puis qu'on en ait 200 ou 300 qui sillonnent la France. Et puis au bout d'1 an, on aura un portefeuille d'idées, on triera dedans, on amènera quelques professionnels, on dira, tiens, voilà, il y a 10, 20, 30 idées qui ne sont pas idiotes. On va les mettre en forme, et après on va les diffuser sur le territoire sans les imposer. Parce que si une idée est juste, il n'y a pas besoin de l'imposer. Donc vous voyez qu'on est complètement dans un autre mode de fonctionnement de l'État. Ce n'est pas un État qui prescrit, ce n'est pas un État qui impose, c'est un État qui regarde, c'est un État modeste, c'est un État qui aide et qui soutient. Alors, ce qui est un peu dramatique dans ce que vous dites, Robert Branche, mais vous me direz, vous êtes là pour cette raison, c'est que pour le moment, les programmes des candidats à la présidentielle on ne sent pas tellement l'empreinte de l'Inde, de l'expérimentation. Ce que allez lire le programme qui est sur lescitoyens1.fr, qui est en ligne actuellement. En plus, nous, on est allé un cran plus loin. Et c'est depuis lundi, tous les citoyens du monde ont construit la plus belle encyclopédie du monde qui s'appelle le Wikipédia. D'accord? Eh bien, depuis Là, lundi... j'ai une rubrique Merci Wiki. Voilà, depuis lundi, nous avons lancé le Wiki Citoyen. C'est-à-dire que tous ceux qui écoutent là en ce moment, vous pouvez aller vous connecter et écrire notre programme. C'est votre programme. Parce que les citoyens, ce n'est pas un mouvement classique, c'est le mouvement de tous les citoyens. Souvenez-vous, dans les fameux meetings aux États-Unis pendant la campagne présidentielle, la vraie, pas la primaire, il paraît que très souvent, il y avait dans la foule des panneaux Do you hear us? Est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que vous nous entendez? Oui, mais la différence, c'est est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on l'a fait? Vous voyez, la grande différence d'Alexandre Jardin, ce n'est pas quelqu'un qui dit, c'est quelqu'un qui l'a fait depuis 17 ans. Ah oui, ça, Hamon, Macron, Mélenchon et consorts, ils disent aujourd'hui, mais qu'ont-ils fait? Est-ce que leur histoire les rend crédibles dans ce qu'ils annoncent? Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Est-ce qu'on va leur donner les clés? Est-ce que vraiment ils vont faire ce qu'ils disent? C'est ça la question. Oui, alors là, on va revenir à la marque du consommateur. Bah oui, parce qu'effectivement, Non mais Nicolas voilà, est quelqu'un une qui initiative, il fait ce qu'il l'action. dit. Non mais Ah j'ai bien oui, noté que voilà. le mot agir, le verbe Voilà. agir, revient fréquemment évidemment sur votre site des citoyens. Alors, quel prochain produit? Vous n'avez pas répondu à ma question. Il y a un Nicolas jus de Chabat. pomme. Un jus de pomme. Ce qui est important, c'est de dire que cette brique de lait, c'est un succès. Les consommateurs l'ont validé, ça marche. Ouais. Il y a une société collective, coopérative qui va voir le jour. 1 euro, une action, tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est notre société à nous. Pourquoi est-ce qu'on va amener de l'argent dans des sociétés qui finalement ne nous écrivent pas très souvent pour nous dire merci d'avoir acheté nos yaourts pendant 30 ans? Ça devient notre marque. On va faire un jus de pomme équitable. Il y a des producteurs en Alsace qui arrachent leurs arbres parce qu'il manque 9 centimes. On va les rajouter. En échange, ils vont nous dire
que les pommes sont évidemment bien traitées, enfin ou peu traitées, comment elles sont produites, d'où elles viennent. Ce sera la même variété ou plus diverses Alors variétés? là, les choix se font actuellement. On peut Moi, je vous voter. recommande la Rainette du Mans, hein, quand même. Eh bien, vous avez actuellement la possibilité de le faire en ligne sur la marque Oui. du consommateur. Vous allez créer votre cahier des charges et il y a plus de 20 produits, lait, beurre, vous les avez en ligne, qui vont voir le jour. Bon, on peut appeler ça les produits équitables du pays. De pays. Oui, c'est les produits créés par les consommateurs avec des valeurs. Merci Nicolas Schermer. Votre site, lamarqueduconsommateur.com, lamarqueduconsommateur toutattaché.com et les citoyens www.lescitoyens1.fr. Merci Robert Chaban.